bascule, c'est de 2015 à 2018 comme entraîneur-chef des Pirates de Laval. C'est directeur général à partir de 2018 pour la même formation. C'est devenir entraîneur-chef de l'équipe Québec U16 féminine. C'est des championnats canadiens du côté féminin et masculin. C'est surtout plusieurs années d'expérience d'entraîneur qui a débuté à l'âge de 16 ans avec les Deltas de Laval. Puis aujourd'hui, on reçoit Daniel Brodeur, que j'ai connu à travers le baseball féminin avec mon père qui, lui, était avec l'organisation aussi. Et ce n'est pas seulement le baseball féminin, il y a eu beaucoup de choses auparavant, avant ça. J'aimerais savoir, Daniel, le baseball a commencé à quel moment dans ta vie? Et salut Zach, ça me fait plaisir d'être avec toi ce matin. Ça va ressasser de bons souvenirs, mais je veux dire, le baseball a toujours fait partie de ma vie, là. Je veux dire, j'ai aujourd'hui 59 ans, donc lorsqu'on parlait de faire du sport, il y a 50 ans, nous, à notre époque, on était très limités, si on veut. C'était le baseball l'été, puis le hockey l'hiver. C'était pas mal ça, nos deux sports. Nos deux sports qu'on faisait régulièrement. Donc, tout jeune, avec mon gain au parc, j'habitais tout près d'un terrain de baseball. Fait qu'on passait nos étés à jouer au parc, à jouer en arrière des maisons, à jouer dans la rue. Aujourd'hui, on ne voit plus ça, mais nous, on jouait au baseball dans la rue, puis personne n'avait peur qu'on brise des fenêtres ou quoi que ce soit, mais c'était la routine du matin. Là, aussitôt qu'on se levait, on jouait au baseball, on avait un gain, on dormait avec notre gain. C'était vraiment notre sport de prédilection. On avait la chance d'avoir les expos encore chez nous à cette époque-là. Ça avait débuté en 69, donc j'ai tout connu ça dès le départ. Fait que le baseball, pour moi, ça a toujours été mon sport de prédilection. Et justement, les expos, est-ce que tu te souviens peut-être de la première partie que tu es allé voir des expos? Ouais, moi je me souviens, la première partie qu'on avait été voir des expos, c'était une sortie des équipes de baseball mineures de Laval. C'était au Parc Jarry. On avait fait une parade sur le terrain. On avait paradé sur le terrain toutes les équipes du baseball mineur de Laval. Puis on s'est installé dans les fameuses estrades populaires, dans le champ gauche, des bancs de métal, pas de couvert, un peu à bonne franquette comme on voit aujourd'hui sur les terrains du baseball mineur, là, mais c'était vraiment un endroit formidable. Le Parc Jarry, là, son style, les petits près des joueurs, c'était vraiment un bel endroit, mais j'étais impressionné, moi, de marcher sur le même terrain que les joueurs professionnels. Là. Ça a été ma première sortie là, officielle sur un terrain de baseball. Et est-ce que tu idolâtrais un petit peu certains des joueurs qui étaient présents des expos ou même de l'équipe qui affrontait? Ouais, non, mais à cet âge-là, ça débutait plus au niveau du baseball à Montréal. C'est sûr que le Rusty Stubb était souvent notre premier joueur qu'on avait remarqué. Mac Jones, Jonesville. Il y avait des joueurs un peu plus populaires. Puis, mais c'est drôle parce que dans mon camp, moi, j'aimais, tu sais, John Buck Cabela. J'aimais probablement les joueurs juste parce qu'il y avait un nom un peu bizarre que nous, on entendait pour la première fois, là, des Pépé Frias, puis Pépé Mangual, puis John Buck Cabela, l'annonceur maison, les tirait à bon souhait. Fait qu'ils devenaient nos joueurs préférés juste par le son de leur nom de famille. Mais au niveau des performances, je pourrais pas le dire à cet âge-là. Vraiment, vraiment, les idoles de baseball ont plus commencé au niveau peut-être des années 76 quand les Expos sont arrivés au stade olympique où là, à 12-13 ans, on commence à être un peu plus impliqués. Là. Mais les Expos, ça faisait partie de nos étés, là, de avril à septembre, là, avec tous les hauts et les bas qu'on a connus. Là. Et justement, le baseball en tant que tel, tu parlais tantôt que tu as commencé dans les ligues mineures. Donc, ce que veut dire, Ouais, souvent, on commence novice, à tombe et ouais, tout ça. ouais, ouais, ouais. Toi, à quel moment ça a commencé à être un peu plus sérieux, le baseball, comme joueur? Comme joueur, moi, je me suis rendu jusqu'au niveau junior, mais rendu là, je n'avais pas le talent de faire une grande carrière de baseball et j'adorais le coaching. Là. Moi, quand je suis arrivé Bantam, j'ai eu des coachs qui m'ont vraiment inspiré. Tu sais, on dit souvent au niveau des coachs qu'on va inspirer certaines joueurs, certaines joueuses ou quoi que ce soit, mais moi, ça a vraiment été le cas. Mes coachs Bantam m'ont vraiment inspiré pour coacher et c'est là que
carrière, entre guillemets, c'est pas une carrière, mais mon jeu a changé plus vers le coaching où j'avais plus de plaisir à aller au parc, coacher une équipe, coacher une game de baseball que moi-même aller jouer. Fait que j'ai continué à jouer mais à ma première année junior, je coachais en même temps une équipe Pee-Wee au niveau des Deltas de Laval, puis on avait une équipe extraordinaire, là, on perdait à peu près jamais. Fait que j'avais arrêté de jouer à l'époque, vers le mois de juillet environ. J'avais dit à mon coach, ben, écoute, il faut que je fasse un choix, là. Je peux pas jouer à temps plein puis coacher à temps plein. J'y arrive plus. Puis il y a 12 petits bouts qui ont plus besoin de moi que ici des gars de 19, 20, 21 ans. Fait que j'ai continué dans le coaching. Fait que c'est vraiment là que ça m'a parti. Mais mon vrai, vrai, vrai réveil de coach, c'est la première fois que j'ai mis les pieds en Floride dans le cadre de la Ligue de développement de baseball Québec en 1987. Ça a été le début de la Ligue du réseau de développement baseball Québec par Richard Raymond. Je venais de coacher le Bantam 2A, les Aigles de Laval. C'est d'ailleurs là que j'avais croisé Sylvain Saint-Don pour les premières fois sur un terrain. Lui, il coachait à Longueuil au niveau du Bantam 2A. Fait qu'on on a commencé par se crêper le chignon un l'autre en étant un contre l'autre. Puis là, aujourd'hui, on est des bons amis depuis ce temps-là. Donc, moi, c'est vraiment là. En 87, Réseau de développement, Baseball Québec, Midget 3A, Richard Raymond, Albert Marié, Baseball Québec, c'était comme impressionnant. Wow! Et la première fois que j'ai mis les pieds, c'était la première fois que j'allais en Floride, à Cocoa Beach. Aujourd'hui, tous les sports-études, ils vont, tout le monde y vont, les jeunes y vont, là, mais dans ces années-là, moi, c'était la première fois. C'est vraiment là que ça m'a frappé, là. C'est vraiment là que c'est comme, hey, wow, c'est du sérieux ici, là. C'est 7 terrains de balle, des cages de frappeurs, des monticules. Fait que c'est là que vraiment le sérieux du baseball a commencé dans ces années-là. Et je trouvais ça vraiment, vraiment, les installations des joueurs et tout, là, c'était vraiment quelque chose. Et à ce moment-là, tu disais que tu as rencontré Sylvain dans le moment en Floride. Et dans les années précédentes, la Floride, c'était les clubs Midget 3 qui se dirigeaient en Oui, Floride puis qui jouaient un petit peu tous un contre l'autre. oui. Toi, à ce moment-là, est-ce que tu as eu la chance de rencontrer d'autres personnes qui t'ont marqué un peu comme Sylvain? Parce que tu sais que c'est là que ton Oui, réveil s'est fait. oui. Ben, je dirais que c'est tu sais, Richard Raymond, Albert Marié, là, c'est vraiment les deux personnes qui m'ont permis de stepper up en coaching, là. C'était la première fois où, avant ces années-là, bien que on coachait du 2A au niveau de Laval, l'organisation des Aigles de Laval, c'était M. Avila qui est ici, qui s'occupait de ça à l'époque, puis on était très bien encadrés, très bien supportés et tout, mais d'avoir quelqu'un dans notre entourage avec un haut niveau de baseball, on n'en avait pas vraiment dans ces années-là. Fait que c'est vraiment les premiers pas quand j'ai fait dans le réseau de développement où là, on était encadré. On recevait des formations avec des noms là, comme tu sais, dans l'entourage. On avait des Marc Gélina, on avait même Claude Raymond à l'époque qui venait avec nous en Floride au niveau de ces camps d'entraînement-là et le contact des autres entraîneurs des autres régions. C'est la première fois qu'on était en contact avec des entraîneurs des autres régions. Fait que tout cet encadrement-là, ben, c'est sûr que ça m'a permis de stepper up, de passer à un deuxième niveau, puis vraiment de faire et d'enseigner du baseball à un autre niveau. Tu sais. Puis bon, aujourd'hui, je vois encore des joueurs que j'ai rencontrés à cette époque-là, dont un certain Steve Langlois qui jouait pour Sherbrooke. On se remémorait un peu ces souvenirs-là de dire, Colin, je coach aujourd'hui avec le jeune kid que j'ai vu sur le terrain de balle à ce moment-là à Cocoa Beach, tu sais, puis je vois encore des Dominique Terrien, des Pascal Saint-Pierre, des gens comme ça. On s'est fait une équipe de baseball pour aller jouer au baseball en novembre dernier aux États-Unis dans un tournoi de 45 ans et plus. Puis j'ai revu ces joueurs-là que je voyais à l'époque sur le terrain. Fait qu'on garde toujours un lien avec ces gens-là qui fait que ben, c'est ça le sport aussi, hein. Ça crée des amitiés, puis ça crée des liens pour la vie, là. Fait que ces premières années-là de baseball m'ont vraiment marqué parce que je dirais que l'année d'avant, j- j'avais un peu perdu le feu un peu. On dirait que j'avais fait le tour du jardin et tout, et j'avais même décidé de prendre une année sabbatique jusqu'à temps que on lance cette ligue, ce réseau de développement-là, puis ça m'a redonné un boost. Puis après ça, ben, j'ai toujours resté dans le baseball là, jusqu'à encore aujourd'hui, là.
Il y a eu une petite pause quand on a eu les enfants, la famille, mais c'est vraiment ces années-là avec Richard Raymond, le réseau de développement, qui m'a vraiment montré c'était quoi le vrai baseball. C'est un peu le petit gars, même si j'étais de Laval, le petit gars qui sortait de la campagne, puis que là, il allait jouer avec les grands, là, ça me donnait un peu ce feeling-là. Je me demandais, tu sais, as quand même commencé à coacher à 16 ans avec les Deltas de Laval. 16 ans, beaucoup de jeunes à 16 ans ont peut-être de la difficulté des fois à faire l'entremise entre être chumé avec les joueurs, Ouais. mais garder un peu le sérieux de je suis le coach, je dois diriger l'équipe. Toi, est-ce que tu as vécu quelque chose comme ça quand tu as coaché avec les Deltas de Laval? Non, non, pas vraiment. J'étais un petit gars du coin, je coachais les petits gars du coin. Fait que dans le fond, je devenais un peu le grand frère de ces joueurs-là. C'est sûr qu'à un moment donné, ben, tu dois prendre des décisions et tout. Puis ces décisions-là, à 16 ans, sont pas faciles. Puis surtout que mon assistant avait le même âge que moi, là. C'était un de mes grands chums qui jouait au baseball avec moi. Puis les deux, on avait décidé de coacher. Puis on mettait un nom de parent comme gérant, là, puis on voyait pas de l'été, là, c'était juste parce que ça prenait un gérant, là. Mais j'ai toujours été puis encore aujourd'hui, là, j'ai toujours été un coach qui était près de ses joueurs, ses joueuses, puis quand c'est le temps de prendre des décisions ou c'est le temps de se fâcher, ben, je surprends toujours les joueurs et les joueuses parce que ça m'arrive pas souvent de me fâcher pour des situations comme ça. Fait qu'au niveau des jeunes, hey, moi, j'avais 16 ans, je travaillais pas. C'était ma job d'été pas payée, là. J'étais au terrain de balle à tous les jours avec eux. On se rendait au parc à pied, donc c'était possible de pratiquer en pleine semaine une douzaine de balles, deux, trois bâtons, puis ça suffisait, là. C'était pas l'époque des L-screen, puis des tortues, puis des... On n'avait pas grand-chose. On allait au parc, 12 balles, effilochées avec deux, trois bâtons, puis on passait deux, trois heures à s'amuser, puis je m'amusais avec eux, puis je me souviens, à l'époque, après le BP, ben, il fallait que ce soit moi qui frappe, parce que les joueurs moustiques puis trouvaient ça incroyable de voir quelqu'un frapper plus loin qu'eux, mais j'étais juste tam-tam, là, j'étais pas un professionnel, mais c'était un petit terrain puis je frappais des balles de l'autre côté de la clôture, les joueurs étaient de l'autre côté de la clôture. Fait que c'était vraiment un happening. J'avais l'impression d'animer un camp de jour, mais c'était une équipe de baseball, fait on était sur le terrain de balle à tous les jours, le moindrement qui faisait beau. C'était notre travail d'été à tout le monde. Les jeunes arrivaient à vélo avec leurs gants. Je ne veux pas être nostalgique, mais c'était vraiment la belle époque, là. Tu sais, il n'y avait rien de compliqué, c'était simple. On jouait au baseball. C'est ça qu'on faisait. Fait que j'avais l'impression d'être un joueur de l'équipe un peu plus vieux qui doit diriger un peu ça. C'est plus tard, là, quand tu arrives dans des calibres. Tu sais, puis c'est un peu l'attitude qu'on devrait avoir aujourd'hui aussi quand on coach, là. Il n'y a personne qui est là pour faire une carrière, personne qui est là pour. Des fois, on est trop focusé sur le résultat, le résultat, le résultat. On avait des résultats de fou. Le monde se demandait comment ça fait qu'on était tellement bon. C'est juste parce qu'on était sur le terrain tous les jours, là. Je n'étais pas un maître technicien à 16 ans ou quoi. Moi, j'étais là. J'amusais les jeunes, je m'amusais moi-même. On avait du fun, puis le résultat venait tout seul après. Plus tard, là, je te dirais 2, 3 ans plus tard, où là, j'ai commencé à mettre les pieds dans le 2A. Oups, là, ça devenait, on dirait 2A, devient un peu plus sérieux. Là, mais tu sais, c'est un vieux dicton, là, mais on est là pour s'amuser, on est là pour avoir du plaisir avec les jeunes, puis c'était vraiment ça à l'époque, là, vraiment, vraiment. C'est peut-être ce qui manque un peu aujourd'hui là, dans l'exercice de notre sport, là. Dans l'ordre chronologique à ce moment-là, à 16 ans, tu es avec les Deltas de Laval. Par la suite, 2, 3 ans après, tu mentionnais que tu étais avec le 2A. Quelques années plus tard, tu es dans le réseau de développement. Qu'est-ce qui est l'ordre chronologique de toi qui est Ouais. comme entraîneur? On se dirige vers où après l'expérience en Floride avec Sylvain Saint-Onge, tu crois? Après le réseau de développement dure jusqu'en 1989. Moi, les dates, je suis pas très bon, là, mais je suis dans le réseau de développement 3, 4 ans. Ensuite de ça, ben, je retrouve Sylvain Saint-Don au niveau junior élite. Sylvain avait bon, coaché à Longueuil, avait coaché junior élite à Longueuil aussi. Puis à un moment donné, il se retrouve à Laval comme assistant entraîneur à l'époque. Et l'entraîneur-chef quitte l'équipe. Je te dirais, il me semble que ça, c'est 1990 environ. Moi, à l'époque, j'ai commencé un camp d'entraînement junior élite
avec les Orioles d'Ontic. Je suis en démarche avec eux. Et là, Sylvain m'appelle, puis l'entraîneur-chef à Laval est parti. Sylvain prend le poste d'entraîneur-chef, puis il veut que je retourne avec lui. C'est tous mes anciens joueurs que j'ai coachés, Bantam, Midget 3 et tout. Ah, là, ça me démange, ça me démange, ça me démange. Je suis avec les Orioles d'Ontic. Je rencontre le président des Orioles d'Ontic. J'y compte la situation. Puis, gentiment, il accepte de me libérer, puis dire, ben oui, va-t'en chez vous à Laval, puis avec ta gang et tout. Fait que dès lors, je m'en viens à Laval avec Sylvain. Fait que je coach quelques années avec Sylvain Saint-Don à Laval. On gagne d'ailleurs un championnat, je vous dirais, aux alentours des années 92 environ, où on gagne le championnat. Et là, ben, après ça, Sylvain décide de quitter le baseball, s'en va vers, je pense qu'il s'est en allé à ce moment-là vers Maisonneuve ou vers d'autres équipes. Moi, je prends l'équipe en charge aux alentours des années 93 avec Stéphane Lepage. J'approche Stéphane Lepage, quelqu'un que j'avais connu dans ces années-là de réseau de développement. Quand moi, je coachais dans le réseau de développement à Laval, Stéphane coachait à Longueuil. Fait que j'approche Stéphane, on coach ensemble une année junior élite. Ensuite de ça, je suis approché par les Bisons de Saint-Eustache en 95. Fait que je fais le step, je m'envoie avec les Bisons de Saint-Eustache en 1995. Je coach avec Gino Jacques, encore un joueur que j'avais coaché moi-même dans ces années-là dans le réseau de développement. Je coach avec Gino. Mais en 95, gros changement familial. Je suis embauché par la STL. Et lorsqu'on est embauché, lorsqu'on arrive à la STL, ben, on travaille des fins de semaine, puis on travaille le soir au début comme chauffeur d'autobus, donc plus possible pour moi de coacher. Fait que j'appelle Sylvain Saint-Don, qui avait décidé en 95 de ne pas coacher, de prendre ça sabbatique et tout. Et là, je le convainc, Sylvain, il faut que tu me remplaces, il faut que tu viennes. Un, ils sont mal pris. Deux, on a l'équipe, là. Il y avait vraiment une bonne équipe en 95 à Saint-Eustache avec les Bisons. Fait que j'ai réussi à le convaincre de venir coacher. Il vient coacher Joël. Il amène Joël Landry avec lui pour recoacher avec les Bisons. Joël avait coaché avec moi puis Sylvain aussi à Laval dans les années 90. Fait que Sylvain revient, puis effectivement, je réussis à rester tout près de l'équipe jusqu'à temps que je débute à temps plein au début juillet avec la STL. Mais on réussit à gagner effectivement en 95 le championnat avec les Bisons. Il y avait une bonne équipe. Et là, de 95 à 2005, une dizaine d'années, je suis plus vraiment actif dans le milieu du baseball. Je travaille à la STL. Je travaille de soir et les fins de semaine pendant quelques années. Bon, un enfant, deux enfants, un troisième enfant, moins de temps pour faire un peu de baseball. Je donne des cliniques à gauche et à droite. Je me tiens un peu dans le milieu. En 2008, je décide de retourner voir du baseball junior pour le fun en cycle. J'entends parler qu'effectivement, j'arrive là, puis Richard Raymond est encore sur un terrain de baseball, coaché de junior élite à Montréal. Et là, je rencontre en même temps, après ça, 2009, je retourne voir encore les Bisons. Puis là, Richard, il me dit, écoute, j'aurais besoin d'un assistant. Ronald Trudel, qui coach avec lui, va quitter pour les Jeux du Canada à un moment donné dans l'été. Fait il dit, si ça te tente, bah, j'en parle à ma femme. Ma femme, elle adore le baseball aussi. On s'est d'ailleurs connus sur un terrain de balle dans les années 80 avant qu'on se marie. Fait que le baseball, c'était pas un problème dans notre famille. Fait que j'embarque avec Richard dans l'aventure du baseball junior en 2009 et je suis encore dans le baseball en 2023 avec le passage au féminin. Richard quitte en 2010. Je prends l'équipe en 2010 avec Ronald, avec Martin Roy à l'époque. Claude Gravel, un ami d'enfance à moi que j'ai joué au baseball avec Moustique Pee-Wee, Pierre Descaries, que j'ai coaché dans les années 80, viennent coacher avec moi. On gagne le championnat en 2010, puis bon, on s'en va vers les années que tu t'as mentionnées tantôt. Junior élite avec Montréal, junior élite avec Laval. Et j'accepte de dépanner Sylvain Saint-Don une année en 2017. Il n'y a pas de coach pour son équipe féminine. Il est mal pris. Championnat canadien, tournoi. Je décide de le dépanner. Écoute, je vais le faire. Fait que 2017, je coach l'élite. Je coach aussi le féminin avec Steve. Et ben, la piqûre me pogne, comme on dit en bon québécois, au niveau du féminin. Donc, tranquillement, je laisse aller mes tâches au niveau du baseball junior pour me concentrer sur le féminin. Puis depuis 2019, ben, je suis à temps plein avec le féminin. Fait qu'un
un beau parcours là, de gauche à droite, du nord au sud, comme on dit, où j'ai touché un peu à tous les calibres, à tous les niveaux de baseball qu'il peut y avoir au Québec là, pour finalement, je pense que je peux dire, terminer ma carrière avec le féminin, parce que je suis dans mes derniers moments. Là, la retraite approche, on va planifier, même si on adore le baseball, on va planifier d'autres choses, mais j'adore l'expérience du baseball féminin. Là, c'est vraiment tout le monde faut qu'il y ait. Moi, j'arrête pas de dire que si je suis un meilleur entraîneur depuis que je coach les filles, puis tout le monde devrait faire un passage je dis pas le baseball féminin, parce que Vanessa Riopel ne m'aimera pas quand je dis baseball féminin, euh, parce que c'est le même baseball que les gars. Il n'y a pas un baseball féminin et un baseball masculin qu'elle s'amuse à me dire. Il y a du baseball, mais il est joué par des filles. Donc, c'est joué différemment, c'est pensé différemment. Fait que ça fait de nous clairement des meilleurs entraîneurs. Et là, dans tout le parcours que tu as eu, il y a eu plusieurs changements à frais de niveau. Donc, un peu l'approche de la partie comme coach est différente. À quel moment tu as vu ou tu as ressenti vraiment un step up de dire, là, on avait du plaisir avec les jeunes, là, on devient de plus en plus sérieux, et là, je dois peut-être aller voir des formations, je dois peut-être Ouais, aller ouais. récupérer certaines informations supplémentaires parce que je tombe dans un niveau qui nécessite un peu plus de Exact. connaissances. C'est vraiment quand tu mets les pieds dans le midget 3, réseau de développement. Tu sais, encore aujourd'hui, moi, j'aime le baseball. Je veux dire, j'arrive de 4 semaines en Floride. On a été voir du baseball, des camps d'entraînement. Mes vacances des dernières années avec ma femme, on part, on fait le tour des stades. On adore le baseball. J'adore la game de baseball. Mais dans le coaching, ce que j'aime, c'est vraiment l'enseignement, le développement, enseigner non seulement la technique de baseball, mais la game de baseball aussi, le baseball IQ, puis comment ça se joue, puis à quelque part aussi, là, respecter la game aussi, là. Fait que moi, là, c'est vraiment ce niveau-là que j'aime, puis je m'étais toujours dit, quand je vais arrêter de coacher, je vais aller me payer à la traite à un niveau bantam. Je trouve que c'est le meilleur âge à 15-16 ans, où ce que les jeunes, justement, ils sortent un peu du baseball, si on veut, social. Là, 15-16 ans, là, t'approches le midget 3A, t'es dans le sport études, le junior élite, t'es à 2-3 ans. Là tu as comme une décision à faire, à prendre, à dire vers où je m'en vais et tout. Fait que c'est vraiment vers cet âge-là que ça commence, puis qu'on devrait commencer à prendre un petit peu ça, un petit peu plus sérieux et tout, là. Moustique Pee-Wee, là, laissez-les jouer au baseball, payer du fun, même Bantam. Mais quand tu commences à approcher Bantam 2A, il y a maintenant la structure Bantam 3A. C'est là qu'on commence vraiment. Fait que quand je suis arrivé dans le réseau de développement et tout, là, j'ai vu que le besoin des joueurs de se développer davantage puis d'en vouloir davantage, ben là, il t'oblige vraiment à toi aussi à t'outiller et à t'armer là, pour encadrer ces jeunes-là là, d'une autre façon, puis des fois aussi de sortir du baseball, là, de t'outiller aussi sur le côté qu'on veuille ou pas, un peu plus psychologique, puis encadrement de l'athlète, puis sortir un peu plus que juste entre les deux lignes blanches. Fait que c'est vraiment dans ces années-là, ou un besoin justement de formation a ressorti. Puis je veux dire, bon, à un moment donné, la fédération aussi t'oblige à aller chercher de l'accréditation et tout pour accéder à des niveaux plus élevés. Fait qu'en tant qu'entraîneur, si ton objectif, c'est d'être à ces niveaux-là, ben, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix de suivre des formations qui existent, il existe toutes sortes de stages aussi. C'est à partir de ces années-là aussi, avec Baseball Québec, où on se rendait à Cherry Hill aux États-Unis pour aller vraiment aussi dans des cliniques. C'est pas des cliniques officielles où tu ressors de là avec des grades, mais tu ressors de là avec de l'information et tout, là, en côtoyant des coachs de collège et même certains coachs de professionnels, des mineurs. On allait là toutes les années. On avait un autobus, les coachs du réseau, les coachs du 3A, on descendait là pour la fin de semaine. Puis on allait chercher du feedback là, de baseball. Fait que c'est vraiment à partir de ces calibres-là que tu n'as pas le choix de tenir à date. Puis aujourd'hui, quand je regarde tout ce qu'il y a partout pour se tenir à date, il y a des centres d'entraînement partout, ce qu'on n'avait pas. Il y a des cliniques un peu partout, ce qu'on n'avait pas. Il veut dire, il y a même
Il y a même YouTube qui n'existait pas à notre époque, où c'est qu'il y a plein de capsules de baseball. Fait qu'aujourd'hui, les entraîneurs à portée de la main, là, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos, d'informations qu'ils peuvent aller chercher. Il y a de plus en plus de cliniques aussi qui sont organisées par Baseball Québec pour vraiment parfaire leurs connaissances dans le baseball, là. Fait qu'à un moment donné, tu te dois là, d'aller chercher un minimum de formation pour ton bien personnel à toi, mais pour le bien des joueurs aussi, parce que les joueurs sont rendus à un certain niveau, sont exigeants, puis c'est correct de l'être aussi, là. Il faut qu'on réponde à leurs besoins. Ils payent des gros prix pour s'inscrire aujourd'hui dans des sports-études, dans des écoles de baseball. Donc, il faut qu'il y ait un bon retour sur leur investissement. Fait qu'on n'a pas le choix de suivre la parade dans ce sens-là, là. Moi, je me posais la question parce que tantôt, tu parlais de formation. Puis pour avoir fait la première formation de PNCE, qui est l'explication de comment expliquer à un jeune comment lancer une balle. Toi, à ce moment-là, tu sais, naturellement, tu le sais, tu connais la game du baseball, mais dans les formations que tu peux suivre, qu'est-ce que tu apprends de plus que les choses que tu connais déjà parce que naturellement, tu as quelques années Ouais. d'expérience derrière toi. Donc, en allant dans certaines formations comme à Cherry Hill, quel type d'informations supplémentaires tu pouvais aller chercher? Ben, c'est sûr que tu sais, le baseball, c'est le baseball, là. On s'amuse à le rendre trop compliqué pour rien des fois, là. C'est frappe, lance et court, là. On apprend ça tout jeune. Notre père, c'est la première affaire qu'il nous fait faire, hein. On kick un ballon, on lance une balle, on swing un bâton, puis on court. C'est naturel pour les enfants de courir. Euh, des fois, on essaye de le trop le compliquer à rien, mais rendu à un certain niveau, je te dirais, le niveau des coachs élites aujourd'hui, c'est plus de partager avec d'autres entraîneurs, d'autres expériences, de d'autres milieux. Moi, je le dis souvent, il y a pas il y a pas une façon. Il y a une base à respecter, là, mais il n'y a pas une façon seulement de faire les choses puis de jouer. Donc, rendu à un certain niveau, c'est plus un partage entre les individus que d'aller suivre une formation, là. Je veux dire, on sait tout tourner un double jeu, là. Le pied gauche sur le but, soit en avant, en arrière, à droite. On sait tout four seam, two seam. On connaît tout ça, on sait tout. Mais à côtoyer d'autres entraîneurs qui ont essayé d'autres choses, qui ont essayé des drills, ils ont constaté un problème, ils ont essayé. C'est plus ce partage-là à un moment donné qui fait que tu vois ça d'un autre angle, tu vois ça d'une autre façon. Ils te font vivre leur propre expérience. Je suis allé dans un stage de Baseball Canada, un stage de haute performance il y a quelques années à Gatineau, puis c'est un peu ça, tu sais, c'est style des conférenciers d'expérience, de collège, de baseball professionnel, et qui viennent te, te, te montrer les choses d'un autre angle. Ah, je ne l'avais pas vu comme ça. Fait que c'est beaucoup plus dans ce sens-là, je dirais, de partage de connaissances que d'aller acquérir des nouvelles. Il n'y en a pas des nouvelles, à part les règlements qui changent d'année en année des fois, là. Mais sinon, le baseball comme tel, ça va toujours rester la même chose. Mais c'est ce partage-là qui est le fun au fil des années. Poser des questions, avoir leurs réponses, comment eux le voient. Ça c'est enrichissant. Rendu à un certain niveau, là, c'est plus à ce niveau-là que d'aller chercher un grade 4, grade 5, grade 6. Et ça n'existe plus. À un moment donné, c'est assez, là. C'est comme. Mais c'est vraiment le partage de connaissances qui est vraiment enrichissant à ce niveau-là, là. Puis on n'a peut-être pas assez ici. Tu sais, on n'a peut-être pas assez il y a les conventions de Baseball Québec qui ont recommencé là, après la COVID. Ça, c'est le fun. Parce que non seulement tu parles aux conférenciers, tu vas chercher de l'info, mais tu parles aux autres entraîneurs qui sont là aussi. Puis des fois, il y a aussi des conférences qui sortent du baseball, la préparation mentale, la préparation de l'athlète et tout, qui, rendu à un certain niveau, tu es obligé d'en tenir connaissance, là. Je veux dire, tant que tu es au niveau Timbits, Moustique, puis oui, Bantam, même là, on ne commencera pas à parler, mais si tu veux quelque chose de haut niveau pour des coachs élites, ben, ça prend ce côté-là. Tu n'as pas le choix là, d'embarquer là-dedans. Fait que quand tu as des conférenciers de cet ordre-là, des fois, c'est des coachs de sport olympique qui n'ont aucun rapport avec le baseball, mais la préparation mentale d'un athlète, c'est la préparation mentale d'un athlète. Peu importe s'il faut aller lever une barre de 500 livres ou il faut aller frapper un coup sûr en neuvième manche, les buts remplis, c'est la même pression à quelque part, c'est la même. Au niveau mental, il y a des choses de d'autres sports qui, assurément, t'aident dans le tien aussi.
Fait que c'est plus à ce niveau-là, à un moment donné, que ça doit se faire au niveau des entraîneurs élites, là. On dirait que dans les dernières années, on prend de plus en plus conscience le fait de la préparation mentale. C'est moi, les premières expériences que j'ai eues avec ça, c'est justement avec le U16, avec mon Colin, son nom. Andréane Denis. Andréane Denis. J'avais son nom de famille, mais pas son prénom. Et de voir un peu plus l'importance de la préparation mentale. Chose assurée que je vais soit parler à Andréane ou avoir quelqu'un par rapport à ça ici. Je trouve que c'est intéressant de parler de ça parce que j'ai parlé avec, je pourrais le dire là, parce que ça va être après, là. J'ai parlé avec Raphaël Pelletier qui est avec Oui, Kansas State en ce moment. Puis il me disait que sa première année était un red shirt, donc il jouait pas. Puis il y avait un peu, tu sais, ce qu'il devait travailler, c'était vraiment le fait de rester motivé et puis de s'entraîner à tous les jours puis de devenir meilleur. Puis c'est une oui, préparation mentale de dire oui. je veux rester constant, Ouais, ouais. puis toujours avoir une évolution avec ça. C'est sûr que c'est un truc qui est Ouais. plus. Ouais, c'est souvent quelque chose qu'on banalise aussi, entre guillemets. Tu sais, on se demande des fois pourquoi. Tu sais, puis je regarde ce qui se passe avec nos Québécois présentement dans le baseball majeur. Là, on a Édouard Julien qui a été rappelé hier. Les autres sont dans le 3A. Puis on en a d'autres qui, rendus à. Puis, tu sais, je le dis un petit peu à petite échelle aux filles quand ils sont dans l'équipe provinciale ou des filles après qui sont dans l'équipe nationale. Vous êtes toutes bonnes. Ils sont toutes bonnes, ceux qui sont là. Dans le baseball majeur, ils sont tous bons. Ceux qui se rendent en haut, là, c'est souvent ceux qui ont une force mentale plus forte que les autres puis qui sortent du groupe parce que, comme tu dit à Raphaël, tu passes des fois des moments qui ne sont pas faciles. Tu es recru, il faut que tu passes par certains niveaux. Tu joues pas, ça va pas bien, il y a des downs. Pendant que tu as un down, il y a quelqu'un qui prend ta place. C'est la loi de la jungle à quelque part. Fait que c'est beaucoup le niveau mental. Là. Ces Québécois-là arrivent là dans le vestiaire, puis maintenant, ça parle pratiquement plus espagnol qu'en anglais. Avant, on se souciait juste d'une langue, et on arrivait là, c'est anglais. Maintenant, le baseball est international. Il y a même des traducteurs. Fait que pour le jeune Québécois qui arrive là, il est loin de son pays, il est loin de chez eux. L'aspect mental est hyper important, parce qu'au niveau baseball, il est aussi bon que les autres, là. Ils sont tous bons, ceux qui sont là. Ils ont été repêchés, ils arrivent de collège, ils arrivent du A, du 2A. Mais ce qui fait la différence, c'est vraiment le niveau mental. Fait qu'on n'a pas le choix à un moment donné à un niveau élite et tout de, se, de le prioriser à quelque part, même dans notre processus d'entraînement. Puis Andréane, avec moi, les premières années, au niveau du féminin, c'était un must là, avec nous dans l'équipe. Là. Je veux dire, on était souvent à l'extérieur les fins de semaine, on allait dans des tournois au championnat canadien. Des fois, on vit des bas, des filles, ben, comme tu dis, ça va mal, ça va pas bien. Andréane était là pour s'occuper de cet aspect-là, ce qui fait en sorte que nous, on se concentrait sur l'aspect baseball. Fait que ça a été un gros plus alentour de l'équipe. Là. Souvent, on y pense pas, mais elle aussi, son travail, il terminait pas quand on partait le dimanche. Nous, on s'en allait, puis on se disait, bon, se revoit vendredi prochain, mais elle, dans la semaine, elle a des discussions avec les athlètes, des discussions avec. Parce que le mental, ben, c'est le day-to-day aussi, à quelque part. Tu sais. Fait que ça a rendu un certain niveau, c'est hyper important là, au niveau de l'équipe. Puis je vais toucher sur un truc que tu as mentionné tantôt. Tu as gagné certains championnats au niveau junior. Peux-tu me parler un peu de l'expérience d'une finale junior? Parce que moi, dans les dernières années, je travaille avec les voyageurs, donc on vit un peu l'expérience des séries. Et dans les dernières années, les voyageurs ont vécu quelques petits accros au niveau des lanceurs, au niveau de la profondeur. Puis par la suite, Ouais. on a vu, exemple, les Alouettes de Charlebourg qui ont eu un début de saison un petit peu plus difficile, puis à la fin de la saison, ils sont quand même rendus jusqu'en finale. Mais le feeling d'une finale dans le junior élite, puis de le remporter, cette finale-là, comment ça se passe? Ah, c'est vraiment un feeling qui s'explique mal, là, mais tu sais, c'est un vieux dicton, mais tout le monde dit que ton premier championnat, c'est quelque chose qui est spécial. Puis effectivement, avec Sylvain à Laval, on avait une bonne équipe, mais à ce moment-là, les Cards de la Salle aussi avaient une très bonne équipe. Puis le baseball junior était un peu plus suivi dans ces années-là. Là. On avait des journalistes, là, Gilles Vachet, qui est malheureusement décédé, là, suivait les activités de la Ligue. Tu avais aussi la presse, là, Robert, son nom ne vient malheureusement pas, mais tu avais des gens qui suivaient le baseball à l'époque, puis comme au baseball majeur, comme partout, ben, tu avais des prédictions dans le journal, et ci et ça. Tu sais. Fait que quand tu vois que tout le monde prédisait que les Cards de la Salle étaient pour battre les associés de Laval, puis que
toi, tu te reviens de bord puis que tu les élimines en 4 matchs consécutifs. Non seulement tu as gagné, mais ça donne encore plus un velours là, à la victoire. Puis c'est la première fois que tu vis ça. Puis bon, à l'époque, aujourd'hui, c'est plate parce qu'on n'a pas de souvenir de ça. Tu sais, aujourd'hui, on donne des bagues aux équipes. À l'époque, on te donnait une grosse tape dans le dos au gala reconnaissance, puis on te disait que tu avais gagné, mais ça s'arrêtait là, là. Ton nom est sur le trophée, fait qu'il ne reste pas beaucoup de souvenirs de ça. Mais c'est drôle parce que cet été, on s'est retrouvés un peu, pas cet été, mais il y a 2 étés, Facebook était très populaire parce que la COVID, il y avait une COVID là, qui circulait, fait qu'on ne pouvait pas faire grand-chose. Fait qu'on s'est même emmené à mettre des photos puis à jaser avec des joueurs de cette époque-là. Puis c'était vraiment le fun. Puis je te dirais, à mon retour dans le baseball 2010 avec les Orioles de Montréal, on avait vraiment un groupe extraordinaire. Puis la saison avait mal commencé. Puis encore là, on n'était pas dans run, là, comme on dit en bon québécois. Il n'y a personne qui s'attendait à ce que les Orioles en 2010 gagnent le championnat. Puis si je me souviens bien, d'ailleurs, on fait les séries, mais on pogne la première position en partant. Là, tu sais, c'est comme 1-8, là. Puis 1, c'est Québec. Puis bon, heureusement pour nous, malheureusement pour eux, ils perdaient quelques joueurs au niveau des collèges américains. Donc, ça nous avait permis de battre Québec en première ronde. Puis on dirait que ça avait parti un momentum au niveau de l'équipe. Puis on avait finalement réussi à gagner le championnat à cette époque-là. Fait que celle-là, elle avait une saveur un peu spéciale pour moi aussi parce que bon, ben c'est mon retour, si on veut, au baseball de haute compétition. J'étais avec Martin Roy à l'époque. Tu sais, on sortait un peu de l'ordinaire de coach. Tu sais, on avait quand même j'avais plus l'âge j'avais pratiquement l'âge de leur grand-père ou l'âge de leur père comme coach. Là. Il n'y avait pas la même relation avec nous, mais on avait eu une saison tellement extraordinaire malgré les hauts et les bas. J'avais un groupe de joueurs qui était vraiment dédié à la tâche. Là. J'avais rarement vu une gang comme ça. On pratiquait, tout le monde était là, tout le monde était au parc. C'était vraiment un esprit de famille au niveau de cette équipe-là en 2010. Puis moi, ce que je trouve le fun dans ces temps-là, c'est pour les joueurs de 22 ans. Tu sais, les joueurs de 22 ans, ben, tu leur permets de terminer leur carrière avec un championnat. Ben, ça aussi, c'est le fun, là. Le groupe vraiment poussait pour des joueurs comme ça. Tu sais. Puis je nomme Dominique Royer, tu sais, un gars qui a encore le tatou des Orioles sur son cœur, c'était Monsieur Auriol et tout. Fait que les gens poussaient, puis c'est les années d'après, ben, ça poussait pour un Danny Deschamps, un Kevin Young, un Luis Argumedes, tous ces gens-là. Quand des gens comme ça, je dirais, tu sais, bon, de qualité, là, des bonnes personnes arrivent à leur âge, 22 ans, mais tu as toujours un goût supplémentaire de leur permettre de finir leur carrière avec un championnat. Puis quand tu réussis pas, ben t'es déçu de perdre, mais on dirait que t'es déçu. Les années d'après, quand on a perdu contre le Royal de Repentigny, c'est toujours décevant de perdre, mais j'étais bien plus déçu de voir la peine des joueurs de 22 ans qui n'ont pas réussi leur mission de terminer leur carrière avec un championnat, tu sais. Puis c'est plus ce côté-là au niveau des jeunes, là, souvent, qui vient te chercher ou quoi, là, mais je dirais que ça a été 2 conquêtes là, vraiment différentes. Une à mes premiers pas dans le baseball junior, puis une à mon retour, avec des sensations différentes. Puis ça a été vraiment 2 super belles expériences, là. Là, on se transporte en 2017. Oui, Tu disais tantôt que Sylvain Saint-Don t'a oui, demandé peux-tu venir dépanner, il nous faut quelqu'un. On a ça ici. Puis à ce moment-là, c'est quand même une réforme du baseball féminin parce qu'on se rappelle que le baseball féminin, à ce moment-là, c'est une équipe qui font des parties à oui, certains endroits. Moi, j'avais eu la chance d'affronter certaines joueuses l'année précédente dans un tournoi avec Luc Roy à Québec. On avait affronté Ariane Lévesque, Bridget Kelly, et là, le restant des autres noms m'échappe. J'en avais affronté une grosse partie des filles qui ont suivi l'année suivante dans le domaine féminin. Qu'est-ce qui a fait que tu as accepté d'aller aller jouer aller coacher avec les filles, qui est peut-être pas nécessairement la même chose que coacher des non, garçons et absolument. hommes de 16 à 22 ans? On a quand même certain changement par après. Ouais, ouais, Qu'est-ce ouais, ouais, qui ouais. t'a fait Ben, accepter ça?
cette journée-là, je suis à l'ABC. Moi, j'allais régulièrement voir les gars à l'ABC. J'allais voir les joueurs de Laval qui étaient là. J'allais voir des joueurs. Bon, cette journée-là, c'est le fameux showcase du baseball majeur où il y a plusieurs dépisteurs du baseball majeur qui sont là, puis il y a des tests avec les joueurs. Fait que je jase avec Sylvain. Euh, fait que je sais pas pourquoi, mais ça tourne sur le baseball féminin en disant ouais, là, j'ai un problème, ben, pas de coach féminin, mais il n'y a pas d'approche qui est faite. Il me conte son histoire qui est mal prise. Mais je l'écoute, mais tu sais, je veux dire, c'est pas mon problème à moi, c'est le tien, méchamment, tu sais, fait que c'est comme, OK. Mais il y avait sûrement quelque chose en arrière. Là. 2 jours après, mon téléphone sonne, c'est encore Sylvain. Mon Dieu, ce qui arrive, il dit, hey, il dit, je checkais ça, là, puis j'ai checké ta cédule junior élite, puis il dit, cette année, le féminin, là, il dit, on veut repartir ça, on veut faire ça, c'est 2, 3 événements les fins de semaine, des tournois, puis un championnat canadien. Fait qu'il dit, j'ai regardé ça, puis il dit, je pourrais planifier des fins de semaine dans tes fins de semaine où tu as off au niveau junior. Puis il dit, au championnat canadien, il dit, je ne veux pas être méchant, mais il dit, c'est en même temps que les séries junior élite. Puis il dit, vous ne serez pas dans les séries, assurément. Fait qu'il dit, je dis, bon, merci du commentaire, c'est fin, Sylvain, d'encouragement. Fait que j'écoute, je regarde ça, je te rappelle. Fait que, tu sais, j'aime le baseball, j'adore le baseball. Je voyais une opportunité peut-être de faire d'autres choses, mais c'est comme, puis là, désolé, mesdames, mais c'est comme, ben non, on va pas aller coacher des filles, là. Je coach des gars depuis un bout de temps. Je connaissais même pas l'existence même du baseball féminin à cette époque-là. Tu sais, on avait des Québécoises qui avaient joué pour l'équipe nationale, là, des Vanessa Riopel, et c'est ça que je ne connaissais même pas le nom, là. Fait que pour moi, c'était très loin. Fait que je regarde ça avec ma conjointe et c'est ça, puis bon, je vais dépanner Sylvain. Mais c'était vraiment, je dépanne Sylvain. Je vais pas faire, je suis pas attiré plus qu'il faut par le baseball féminin, mais je vais aller dépanner Sylvain. Il est mal pris. J'aime le baseball. Je vais y aller. Je sais qu'à ce moment-là, il y a un Steve Langlois qui est dans cet entourage-là un peu. On s'était pas, on s'était croisés on s'était croisé un peu dans le midget 3A. Lui, il avait fait un tour à Sherbrooke dans le midget 3A et tout. Fait que bon, fait que c'est beau, j'y vais. À l'époque, il y a Mathieu Marcoux de Québec qui est là aussi. Il avait coaché l'équipe précédemment. Fait que Mathieu est avec nous autres. Et il y a Andréane Denis qui est avec nous. Fait qu'effectivement, ça commence par des petits week-ends, des fins de semaine. Et là, je croise Éric Fournier, que c'est un gars que j'ai coaché au baseball senior. Et là, je vois l'opportunité. Je vois que je commence à coacher des enfants de joueurs juniors que j'ai déjà coachés. Fait que ça fait comme un peu bizarre, ça aussi. Fait que je croise Alexandre, qui est la fille à Eric. Fait que je coach. Fait que là, je commence à connaître le baseball féminin. Puis là, je fais comme, mon Dieu, ils sont bien bonnes. Tu sais, c'est intéressant. Là, tu t'aperçois que c'est comme, OK, moi, je m'en venais au baseball féminin pour, sans dire, moi, juste être le chef d'orchestre puis m'assurer que ça allait bien, puis c'est toujours attirant d'aller dans un championnat canadien. Tu sais, c'est le fun. J'en avais vécu comme avec les gars, ben, en vivant avec les filles. Mais là, à ma grande surprise, parce que j'étais innocent du baseball féminin, tu t'aperçois que c'est comme, tableau, elles sont bien bonnes, puis aïe, aïe, OK, on va faire du vrai baseball ici, là. C'est des filles de calibre, de bon calibre Bantama. Tu as des filles, je me rappelle, c'était Senna qui jouait Bantam 2A à l'époque aussi dans le Lac-Saint-Louis. Tu avais Andréane Leblanc aussi qui... Fait que c'est comme, aïe, aïe, OK. Fait que là, je me suis mis à avoir du plaisir, puis c'est là que je suis revenu dans le temps avec ce que je disais que j'aime enseigner, j'aime travailler sur le développement. Et là, c'était la plateforme idéale. Là, puis tu vois la progression de l'équipe rapidement et surtout le commitment des filles. Tu sais, ils sont là, ils sont à l'heure. Quand la pratique est finie, c'est comme Ah, déjà, tu sais, souvent les gars à l'époque, c'est quand est-ce que ça finit. Les filles ne posaient pas la question quand est-ce que ça finit. C'est comme c'est déjà fini, on peut-tu continuer un petit peu? Fait ils sont dédiés à la tâche au maximum. Fait que j'avance 2017 avec eux. On va au championnat canadien, c'était à vendre. On remporte le championnat canadien. C'est un feeling spécial, c'est le fun. Puis là, ben, je me mets à aimer ce que je faisais, puis je retrouve l'enseignement que je voulais faire avec ça et tout.
Puis je me rappelle parce que quand je revenais coacher mes équipes juniors le lundi ou le mardi, bon, sarcastiquement, les gens me disaient, bon, comment ça a été des filles en fin de semaine? As-tu bien été? Fait que, tu sais, c'est comme un peu. Puis là, je me disais à dire, ils sont meilleurs que vous autres. Arrêtez de rire, ils sont meilleurs que vous autres. On a pratiqué le double cut-off 3 fois, ils l'ont pogné. Vous autres, on est au mois de juillet, puis on est encore tout croche dans notre exécution. Puis bon, je m'amusais moi aussi à les narguer de leur côté, mais tout ça était vrai. Tu sais, je m'apercevais vraiment que les filles étaient dédiées à la tâche. C'est d'autres choses. La communication est comme, je m'apercevais que c'est comme, OK, la communication est hyper importante. Là, moi, j'arrive là, puis j'ai le même, j'ai une façon de faire, puis c'est rien qu'une façon de faire. Fait que tu t'aperçois qu'il y a certaines façons de faire qu'avec les filles, oups, faut que tu fasses un peu différemment. Faut que tu expliques, puis faut que tu t'en jases un peu avant. Puis là, je faisais la relation. C'est comme dans un couple, hein, la communication, il faut qu'elle soit au top, mais quand tu coaches des filles, faut que tu prennes cet aspect-là en considération. Fait que j'adore mon année 2017. Fait que l'automne, on parle de baseball, on parle encore de ça, puis là, ben, c'est là que je choisis encore de continuer puis à m'impliquer encore davantage avec les filles. Et au niveau du junior élite, ben là, je prends plus un rôle de directeur gérant. Je veux quand même garder un pas là. Avec Sébastien Groux, on était des gens qui étaient à Montréal, puis on s'était envenus à Laval au niveau du junior élite. Ça s'appelait les Associés de Laval. On avait décidé de changer. On tourne la page, les Pirates de Laval, puis on part sur d'autres bases. Puis on voulait amener d'autres choses à Laval avec Sébastien. Puis il est d'ailleurs encore le directeur général de cette équipe-là après 6-7 saisons. C'est un autre, ça, qui est dédié au baseball à 150%. Fait que moi, je décide de m'impliquer un peu plus avec les filles, puis je suis encore là au fil des années. Puis c'est drôle parce que quand j'ai croisé André Lachance, qui lui est impliqué au niveau des filles Baseball Canada jusqu'à tout récemment, il me conte son histoire, puis c'est un peu la même que la mienne, mais la mienne au niveau provincial, puis la sienne au niveau national. Là, à un moment donné, pas de coach pour l'équipe nationale. André, il travaille à Baseball Canada, il veut rien savoir d'aller coacher les filles, mais non, il veut pas coacher les filles. Hey, gars, moi, vous dépanner une année, là, mais allez la coacher, votre équipe, mais trouvez-vous quelqu'un. Puis bang, je pense qu'il a fait 10 ans comme coach de l'équipe nationale parce qu'il a eu ce feeling-là que moi j'ai eu à mon année avec eux autres en 2017. Fait que c'est ce qui fait que je vais faire ma 7e saison de baseball avec eux parce que j'ai adoré l'expérience de coacher les filles, puis je connais personne qui l'a essayé puis qui n'a pas aimé aller coacher au niveau du baseball des filles. Tu sais. Fait que c'est vraiment une belle expérience, puis je le souhaite à tout le monde là, de toucher à ce calibre-là de baseball avec les filles, puis avec toutes les nouveautés qu'ils mettent en place là, pour les prochaines années. Là, je veux dire, le baseball féminin est en flèche, là, puis c'est le fun de voir ça. Parlais du championnat canadien tantôt qui était à Vaughan, vous l'avez gagné à ce moment-là. Toi, tu as vécu des championnats canadiens avec des garçons. Comment tu as apprêté le championnat féminin étant ton premier? Tu découvrais un peu ça en 2017, tu as découvert que c'était quand même assez plaisant. Vous l'avez gagné. Comment tu as apprêté le début, l'arrivée au championnat canadien avec les filles? Ben, je veux dire, au niveau du championnat canadien, quand tu arrives là, il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. Là. Les deux genres, si on veut dire, là, ils ont le même feu sacré, sont là pour les mêmes raisons, sont là pour la, la différence que j'ai vue, puis c'est vraiment parce que c'était pas la même âge, là. Fait qu'il faudrait que je parle à quelqu'un qui va coacher du bantam canadien. C'est bon, faut que tu fasses un peu plus attention aux distractions avec les gars qu'avec les filles quand tu es dans un championnat canadien. Là. Les gars, ils ont tendance un peu plus à, mais je peux difficilement comparer ça parce que moi, j'avais des gars de 18, 19, 20 ans, alors que là, c'est des filles de 15, 16 ans. C'est pas les mêmes choses, tu sais. Mais si je m'en tiens au baseball, c'est le même commitment, le même vouloir de gagner cette médaille-là en bout de ligne. Mais la différence est la même qu'en saison régulière. Il y a plus d'émotions à gérer au niveau des filles et l'aspect communication est vraiment importante au niveau des filles, que le rôle de chacune est bien déterminé parce que quand je parlais, tout le monde me demande, OK, mais c'est quoi la différence, tu sais, la communication? Ben, tu sais,
les gars, tu mets le line-up là, puis quand le gars, il voit qu'il joue pas, il joue pas, il s'assoit sur le banc, puis il sait très bien qu'il joue pas, tu sais. Fait que quand j'arrivais les premières fois avec les filles, tu mets le line-up, puis il y a des filles qui jouent pas, puis les filles, c'est comme, ben pourquoi je joue pas? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont besoin de le savoir plus que les gars ont besoin de le savoir, puis c'est comme, mais non, c'est pas une pintance, c'est chacun son tour, il est arrivé ça, il est arrivé ça. Il faut plus les tenir informés. Ils sont plus curieux aussi de savoir qu'est-ce qu'on fait, à quoi ça sert, puis à quoi ça va me servir, puis qu'est-ce que ça va m'apporter. Les gars le sont moins un peu dans ce sens-là. Il y a moins d'exigences à ce niveau-là. Donc, c'est la seule différence. Fait qu'au niveau canadien, au niveau du championnat, c'est encore plus important là, tu sais, de s'assurer que ta lanceur de semi-finale, elle va bien, que ils sont bien planifiés, puis sont bien annoncés, puis on sait où ce qu'on s'en va, puis le plan de match est plus clair au niveau des filles, puis le rôle avant de partir, il est très important parce que tu ne veux pas vivre des crises un coup que tu es là-bas. Andréane, en Nouvelle-Écosse, une année, a eu beaucoup ce genre de surprise-là aussi à gérer. Puis Dieu merci, on avait Andréane qui était là à ce moment-là. Fait que la présence de la psychologue sportive en championnat canadien au niveau des filles est super importante parce qu'on joue 2, 3 matchs par journée. Ça va pas bien un matin, on passe un autre appel, on rejoue tantôt, là. Arrête, c'est fini. On décroche, là, c'est pas grave. On a peut-être perdu, ou on a gagné, mais ton match a été atroce. J'ai encore besoin de toi tantôt. C'est toi qui es là tantôt. Un matin, tu joues à la réco, tantôt, tu lances. Fait qu'il va falloir que tu sois prête pour lancer. Fait que toute la préparation mentale alentour de tout ça, au niveau des filles, leur côté perfectionniste, de tout vouloir de façon parfaite en partant, ben, dans des compétitions comme ça peut jouer contre elle parce que c'est la meilleure lanceur de l'équipe. Elle va lancer la semi-finale, mais en quart de finale, elle a été 0-3. Elle est déprimée parce qu'elle ne sent pas qu'elle a aidé l'équipe, elle n'était pas dedans et tout. Il faut travailler à dire, ben, on passe de travers, puis il faut aller là. Je te débarque du monticule, ça a mal été. Je t'envoie à la réco, puis tu continues à frapper 3 dans mon line-up. J'ai besoin de toi pour le reste du match. Tu sais. Fait que cet aspect-là est vraiment important en compétition. Je te dirais que les gars passent plus facilement outre une mauvaise performance pour continuer que les filles peuvent passer outre une mauvaise performance. Ils ont l'impression de laisser tomber l'équipe. Ils ont l'impression de ne pas être à la hauteur. Ils ont l'impression, c'est beau, c'est pas grave, ça va bien. On a besoin de toi tantôt encore, puis on te remet d'une position, on a besoin de toi tantôt. Tu sais. Fait que la différence en compétition, c'est un peu plus l'aspect mental. Parce que niveau baseball, gars, filles sont là, ils veulent gagner, ils ont juste un objectif, puis c'est vraiment ça. Moi, j'ai deux questions par rapport au programme féminin, parce que depuis les Oui, débuts, ça a été beaucoup des cliniques. Pour l'avoir fait 2 étés de suite avec vous, on se promenait dans plusieurs régions, on fait des cliniques, on promouvoit le baseball féminin. À travers ça, vous pratiquez, vous vous promenez, vous faites des parties contre des équipes, vous vous préparez pour les championnats. Puis là, dans les dernières années, je pense que ça fait 2 ans, 2, 3 ans qu'il y a l'Académie de baseball Canada féminine qui est partie. Qu'est-ce que cette nouvelle académie-là pour les filles a eu comme impact pour le programme féminin? Parce que je veux pas. oui, Je crois que tu as des filles qui sont dans l'ABC pendant oui, l'hiver puis qui reviennent l'été puis ils jouent avec oui, toi. oui. Quel impact ça a le fait que les filles maintenant jouent, ben, peut-être qu'ils sont en sport-études, mais tu sais, il y a des filles peut-être qui n'étaient pas en sport-études qui maintenant sont à l'ABC puis jouent à l'année. Quel impact ça a l'ABC maintenant? Tu sais, avant, la plupart des filles étaient aussi dans des sports-études, là. Mais moi, je dirais, c'est tout ce qu'on a fait, c'est tout ce qu'on a fait, puis un, un chapeau haut, puis je veux dire, je le dirai jamais assez, puis je parle encore avec des parents aujourd'hui qui étaient alentour des équipes en 2018, 2019, 2020. Tu sais, tu te crées des liens avec des parents. Je suis encore ami Facebook avec divers parents, puis on en parle, puis trop souvent, on l'oublie, là, mais c'est Steve aujourd'hui, là, les gens récoltent un peu ce que Steve a planté dans ces années-là, ce que moi j'ai aidé après avec lui et tout, là, mais tout ça que tu as dit, là, les cliniques, les ci, les ça, mais c'est ça qu'on récolte aujourd'hui, les fruits de ça, parce qu'à l'époque, le monde était un peu comme moi, là. On ne connaissait pas ça vraiment, la qualité du baseball féminin. Probablement qu'il y en a qui étaient plus près de moi puis qui savaient qu'il y avait des filles qui jouaient au baseball.
Mais la qualité du baseball féminin, il n'y a personne qui connaissait vraiment ça. Puis Steve, avec ses cliniques, ben, il a amené les gens au parc, il a amené les jeunes au parc, il a amené les jeunes. Steve, pour lui, là, l'équipe U16, là, c'était une équipe professionnelle. Là. Il les amenait comme ça. Puis, hey, je me souviens, on finissait les cliniques, on donnait des chandails, les jeunes filles signaient. Aujourd'hui, là, il y a des jeunes filles qui sont peut-être à l'ABC, puis je le sais qu'il y en a qui sont là, puis qui ont le fameux chandail blanc avec des signatures de Alexandre Fournier, Andréane Leblanc, Alexandra Lacroix, Senna Catterall, puis toutes ces filles-là, puis ils ont encore ce T-shirt-là chez eux, mais probablement que si ça ne se fait pas à l'époque, il n'y a pas d'ABC aujourd'hui, puis il n'y a pas de Ligue ABC, puis on n'est pas rendu là. Fait que je, je, je le dis, je profite de la plateforme pour dire que c'est vraiment Steve avec toutes ces. Qui a parti ça, puis c'est ce qu'on récolte aujourd'hui. Moi, je suis encore là. Lui, il est moins là, mais on se parle régulièrement. Il est encore très, très, très impliqué dans le baseball, mais c'est ça qui a fait en sorte que. Fait que c'était le besoin de l'époque que Steve a mis en place. Son objectif, c'était de faire connaître les filles, faire connaître le sport, puis ils permettent de progresser. Ça, c'est mission accomplie. Là, maintenant, c'est comme une autre étape. Est-ce qu'on a encore besoin de faire ces cliniques-là? Probablement non, parce qu'on est rendu à un niveau où ce qu'on n'a plus besoin. On en fait encore. Moi, j'ai pris la bonne habitude de Steve d'en faire encore. Là. Quand je vais une fin de semaine, à toutes les années, on va une fin de semaine, soit à Rivière-du-Loup, soit à quelque part, puis je demande aux gens locaux d'amener des jeunes filles au terrain le dimanche matin, le samedi matin, puis de faire une clinique. Tu sais, ça, pour moi, c'est encore important de les amener. On n'en fera jamais assez. Tu sais, ce sera toujours à cette hauteur-là, pas encore, mais je m'efforce encore de faire ça justement pour qu'ils viennent voir comment les filles sont bonnes, puis ils sont. Fait que là, on est passé à un autre niveau. Tu sais, les filles dans les sports-études, j'en aucun doute qu'ils sont encadrés d'une façon extraordinaire, les élèves dans les sports-études et tout, mais c'est un réflexe normal. Là. Quand tu as seulement deux filles puis 18 gars, ou trois filles puis 18 gars, ben, le ratio est tellement déséquilibré que veut pas, la façon de s'exprimer, le thinking, la façon de faire est plus orientée vers les gars que les filles. C'est normal. Tu as deux filles, 20 gars. Combien de fois je vois des coachs dans justement les conventions qui viennent me voir et ils me disent, Daniel, hey, les filles, j'ai une ou deux filles dans mon équipe, 12 gars. Je sais pas comment réagir avec la fille, je sais pas comment le faire parce que c'est sûr, je suis orienté vers une philosophie de gars, mais la fille là-dedans, comment qu'elle fait? Fait que souvent, fait que l'ABC, c'est vraiment un encadrement dédié aux filles, pour les filles, géré par les gens du baseball 360, Patricia Landry, Steve Hager, Rémi Doucette, sont très bien entourés. Puis ça sort des cadres de baseball aussi. Là. Ils sont d'ailleurs à Cuba cette semaine avec un voyage à Cuba où c'est aussi un voyage humanitaire et tout. Donc, là, les filles ont vraiment un sentiment d'appartenance, d'avoir leur lieu d'entraînement, leur place et tout. Bon, la difficulté, c'est que malheureusement, il ne peut pas y avoir 10 de ces centres-là, comme il y a beaucoup de sports-études. Il y en a un qui est à Trois-Rivières, donc ça demande des sacrifices peut-être pour certaines personnes, mais si vous parlez aux filles qui sont là présentement, elles sont hyper encadrées, autant au niveau scolaire qu'au niveau baseball. Fait que pour eux, c'est vraiment d'avoir atteint quelque chose de spécial au niveau des filles, puis vraiment développer leur sentiment d'appartenance. Puis trop souvent, on entendait, veut pas, tu sais, les filles voyaient un peu la différence entre les équipes du Québec féminines et les équipes du Québec masculines. Il y avait toujours une espèce de petite confrontation. Les gars, ils ont ça, les filles n'ont pas ça, les gars, ils ont ça, les filles n'ont pas ça. Puis là, ben, t'as des Vanessa Riopel qui sont arrivées à Baseball Québec avec l'objectif de vraiment. Puis Vanessa, elle avait passé par là. Patricia, elle avait passé par là. Fait que je savais un peu c'était quoi le besoin des filles élites exceptionnelles à cette époque-là. Fait que c'est un début. Là. Il y avait un projet pilote. Puis là, cette année, c'est vraiment l'an 1 de ça. Puis comme tu dis, ben, il y a effectivement, on n'est pas encore rendu au niveau des garçons où les gars, l'hiver, c'est les mêmes équipes l'été. Ils n'ont pas encore un bassin suffisant de ça. Est-ce que ça va éventuellement arriver? Peut-être, mais ce qu'on a compensé à la place, c'est la Ligue ABC. Fait que oui, il y aura l'équipe du Québec. Le programme équipe du Québec, qui était un programme estival,
a tendance un peu à se tasser, là. Cet été, moi, mes activités vont commencer seulement à partir de juillet pour vraiment laisser la place à la Ligue ABC. Donc, il y a l'ABC l'hiver, il y a une espèce de continuité où il va y avoir la Ligue ABC l'été, où il y a les 48 meilleures filles au Québec vont jouer ensemble dans une ligue. Et il va y avoir aussi des activités alentour de cette ligue-là pour permettre justement aux filles élites de bénéficier là, peut-être d'un niveau plus élevé. Il y a eu un bon départ à ça, puis c'est aussi la Ligue régionale qui avait débuté, puis que Vanessa aussi était impliquée dans cette ligue-là, où chaque région avait des équipes féminines, puis ils se rencontrent à quelques fois dans l'année pour jouer une région contre l'autre et tout. Mais la Ligue ABC, si ça se trouve, si on veut être une Ligue 2A, tu sais, si on comparait au niveau des filles, là, on vient de créer une Ligue 2A féminine, puis il va continuer à y avoir une Ligue régionale pour l'ensemble des filles. Puis l'objectif de ces filles-là, c'est d'aller jouer dans la Ligue ABC un jour. Comme nous, notre objectif, c'était d'aller jouer 2A, ben, eux autres vont jouer. Pour l'instant, elle est juste au niveau Bantam. Il y a aussi une Ligue Canada S 17 ans et plus que elle, je suis moins habilité à en parler puisque je suis moins impliqué dans cette ligue-là. Je l'ai été plus au niveau, mais il y a une ligue vraiment Canada S 17 ans et plus pour qu'il y ait une continuité de ça parce qu'après 16 ans, ça continue. Puis on veut quand même continuer à amener nos filles vers l'équipe nationale et tout. Donc, on veut trouver une ligue là aussi où les filles pourront jouer entre filles dans un calibre qui est solide. Puis là, aux dernières nouvelles, là, l'objectif était d'amener des filles des autres provinces aussi, d'essayer d'attirer des filles des équipes, de l'équipe nationale, des filles de l'Est du Canada, puis de l'Ouest, même s'ils veulent venir passer un été au Québec, tant mieux, à jouer dans cette ligue-là. Puis là, sur toute réserve, ça a l'air à bien avancer à ce niveau-là, au niveau de ce calibre de ligue-là. Est-ce qu'il va y avoir 3 équipes ou 4 équipes? Ça va dépendre du nombre de filles, là. Mais je suis moins, je possède moins de dossiers pour parler de cette ligue-là. Mhm. Mais au niveau de la Ligue ABC, ça va bien, ça progresse bien. Puis il va y avoir un peu la transition, comme tu disais tantôt, hiver-été, avec cette ligue-là. Mais il est pas obligatoire d'aller à l'ABC pour jouer dans la Ligue ABC. C'est deux choses complètement différentes. Mais c'est un premier très beau pas là, pour les filles. Il y aura des ajustements assurément à faire. C'est la première année, mais c'est vraiment bien parti. Puis ils sont vraiment bien encadrés. Là. Tu sais, si on parle d'un gars comme Rémi Doucette, là, je veux dire, on le connaît tous au niveau junior. Moi, j'ai Mhm. coaché contre lui. J'ai un énorme respect pour Rémi. Il a gagné des Canadiens, gagné des championnats. Trois-Rivières, toujours eu des équipes là, extraordinaires. Fait que j'ai aucun doute. Steve Hager aussi de là. Patricia qui vient de l'équipe nationale. Fait qu'il y a un encadrement qui est super à ce niveau-là. Donc, ils sont vraiment en bonne main, puis adaptés à leurs besoins, sans lancer la pierre au sport-études. Je les comprends. Quand tu as 3% de présence féminine, tu n'adaptes pas ton programme pour 3%. On va dire le baseball, ça reste du baseball, mais il y a des petites particularités que tu dois te soucier au niveau des filles. Puis eux, là-bas, mais c'est l'encadrement parfait pour les filles. Tu parlais tantôt de faire grossir le bassin du pourcentage de filles au Québec. Je pense que pour réussir à faire ça, ce qui a aidé au départ, c'était justement les cliniques, parce que si les gens ne le savent pas, les cliniques, c'est plusieurs fins de semaine, des allers-retours entre Montréal, Québec. Si je me souviens bien, je pense qu'on a déjà fait la Naudière jusqu'à Gatineau pour faire Ah, clinique. on a déjà fait Jonquière, Abitibi. Moi, je suis allé avec Steve en plein printemps, qui était l'hiver à Rimouski, là, dans un gymnase à Rimouski une fin de semaine pour faire une clinique. Là. J'étais là, celui-là, Ah, là, c'est fait c'est que du, c'est c'était du spécial. ben, tu sais, comme tantôt tu disais, c'est un happening. Je pense que si, en gardant cette mentalité-là, parce que tu sais, tu dis que tu Oui, le faisais encore, l'objectif, c'est d'amener les gens à découvrir le baseball féminin. Puis, tu absolument. sais, à ce moment-là, on avait du monde de partout. Là, je me souviens qu'à Jonquière, on avait des petits gars de 7 8 ans, comme on avait des filles, puis ils ont toutes fait signer leur chandail. Puis les chandails, j'en ai classé quelques-uns là, dans des boîtes à sortir pour les donner aux jeunes, parce qu'on voulait que le monde ait de plus en plus le chandail, puis qu'ils se promènent avec ça. Fait que je pense que si vous gardez cette mentalité-là quand vous faites les cliniques. Ça va Oui, donner juste de la visibilité. Mais c'est vrai que oui, l'ABC, c'est un très beau programme pour les filles. Puis oui. à voir ce qu'ils font là, sur les réseaux sociaux présentement,
juste de donner de la visibilité aux filles, c'est la meilleure chose parce que ça va se Exact. promener et ça va grossir au fil des ans. Ah oui, tu as raison, ils en parlent. Puis ils veulent sortir de Trois-Rivières aussi. Tu sais, principalement, les activités de la Ligue vont être à Trois-Rivières, tu sais, mais un week-end à Gatineau, une sortie à gauche et à droite. Ça aussi, justement, pour promouvoir, euh, faire venir des équipes de l'Ontario, faire venir des équipes du Nouveau-Brunswick, faire des activités à différents endroits aussi au Québec pour justement promouvoir ça. Tu sais, cette année, on va encore aller à la classique Claude Raymond avec l'équipe U16. Donc, ça aussi, une belle fenêtre pour les filles pour Mhm. démontrer ils sont capables de tenir leur bout dans du baseball de haut niveau. Là. Je veux dire, la classique Claude Raymond, c'est les meilleurs joueurs Bantam de première année au Québec. Fait que c'est pas n'importe quoi comme calibre. Mhm. Donc, c'est le fun de voir que les filles sont capables d'être bien représentées dans ce genre d'activité-là aussi. Mais vraiment, le focus va être mis sur la Ligue ABC, là, puis la promotion de la Ligue féminine, c'est clair. Et à travers, c'est rendu à ta septième année avec le baseball féminin, tu Ouais. as coaché plusieurs filles à travers les années. Comme je disais plus tôt, j'ai eu la chance de parler avec Noémie Letendre, que moi, j'ai vu débuter à la première année de la réforme baseball Québec féminine. Elle me disait qu'elle avait 14 ans à ce moment-là. Elle a fait son parcours complet à travers le programme baseball féminin. Elle a annoncé dernièrement qu'elle se dirige aux États-Unis pour jouer au softball. Son Lakeland, si je me souviens bien, le collège Ouais, qu'elle se ouais. dirige. Et quand j'y ai parlé un peu de son parcours dans le baseball féminin, elle n'avait que de bons mots à ton égard, là, de dire à quel point tu as eu un impact envers eux. Même juste pendant la pandémie, le fait de garder contact avec eux, de savoir comment ça se passe, qu'est-ce que tu fais pour t'entraîner, qu'est-ce que tu fais pour garder ton aspect athlétique, pour être capable de revenir quand on va recommencer, qu'on essaie le plus possible tous sur la même page. Et j'ai aussi vu dernièrement, vous aviez fait une vidéo, je me souviens là, de Ouais. toi qui lance la balle, la fille qui frappe la balle, l'autre qui l'attrape. C'était juste un beau petit moment de joie pendant la Absolument. pandémie pour les filles, puis les se regrouper Ouais, virtuellement à ce moment-là. ouais. Euh, je ne sais pas si tu as eu la chance d'écouter le balado. Est-ce qu'elle parle de toi un petit peu? Comment tu as vu Ouais, ça? ouais. C'était ton meilleur balado de l'année, ça, by the way. Je sais pas pourquoi, là, mais non, c'est sûr que ça fait chaud au cœur quand tu entends ça. Tu sais, on n'est pas là pour les. Tu sais, je le dis tout le temps, tu sais, c'est beau les médailles, les trophées, les championnats, puis c'est le fun d'en parler alentour à la cage au sport un soir avec des chums et tout, là, mais tu sais, à quelque part, là, on est aussi là pour faire. C'est un vieux cliché, mais quand je vois ça, je me dis que on a réussi notre mission. Tu sais, on est là aussi pour. C'est les futurs adultes là, qui vont gérer notre. Je dis souvent qu'ils vont gérer notre province, notre pays après. Fait que quand je vois des choses comme ça se passer, des témoignages comme ça, ben c'est sûr que ça me fait chaud au cœur. Tu sais, ça me fait dire qu'on, à quelque part, on fait pas ça pour rien, puis on voit les résultats de ça. Puis Noémie, je me souviens d'elle encore. Je dis, je veux pas dire la petite, parce qu'à 13 ans, elle était la plus grande du groupe, là. Mais je vois cette grande jeune fille-là arriver à 13 ans à l'équipe U16, puis on l'avait gardé, on l'avait gardé. Il y avait un talent indéniable là, dans cette jeune fille-là. Et j'ai coaché Noémie à 13 ans, 14 ans, puis à 15 ans. Puis quand ça a été rendu à son année 16 ans, on dit, ben là, c'est assez, là, tu vas aller jouer avec les plus vieilles et tout. Fait que pour moi, de voir ce qu'elle réalise en ce moment, puis ce qu'elle va vivre comme expérience, ben, je me dis, j'ai un peu participé à ça. Tout le monde dit, ah, c'est plate, elle s'en va à softball. Ben oui, mais elle s'en va dans quelque chose qu'on ne peut pas lui offrir au niveau du baseball. Fait que pour moi, c'est parfait, là. Je veux dire, on y a contribué à ça, nous, en baseball, à 13 ans, à 14 ans, à 15 ans, à 16 ans, puis après, elle a continué aussi au niveau senior, tu sais. Fait que je croise encore toutes ces filles-là que j'ai coachées après, puis quand je les appelle pour soit m'aider pour un camp d'entraînement où j'ai besoin de bras, ou soit tu as toujours une Noémie qui dit oui, une Andréane Leblanc qui dit oui, une Alexandra Lacroix qui dit oui, une Jenny Boutillier qui dit oui, Alexandre Fournier. Je pourrais toutes les nommer, puis malheureusement, je vais en manquer, là, mais je les appelle, on souhaite des bonnes fêtes à nos anniversaires et tout. On suit, je suis un peu le grand-papa qui jette encore un petit coup d'œil
à ses petites filles, puis tout. Puis j'ai un attachement à ces filles-là qui ont été la première cohorte, si on veut, là, des années 2017-2018. Toujours, puis tu sais, je leur fais remarquer que l'expérience qu'ils vivent souvent à cet âge-là, vous allez vous reconnaître toute votre vie. Là, je veux dire, je reconnais encore ceux avec qui j'ai gagné des championnats canadiens dans les années 80, mais vous allez toujours rester proche une de l'autre. Fait que quand je vois ça, puis je les vois s'impliquer après, ben, ça me fait chaud au cœur. Tu sais, ils se font une équipe pour participer à un tournoi senior, pas senior, mais un tournoi baseball. Il avait participé à un tournoi sport-études baseball à Drummondville une année, puis les filles m'appellent pour coacher leur équipe. Tu sais. Fait que je les coach plus depuis 2, 3 ans, mais ils m'appellent pour que j'aille les coacher pour un week-end. Fait que je me dis, ben, quelque part, ils ont apprécié ce que j'ai fait pour eux, puis pour moi, c'est comme, c'est ça mon trophée, là. J'ai beau avoir un étagère avec un beau trophée puis une belle médaille, mais je veux dire, c'est un travail d'équipe, puis sans elle, on ne serait pas arrivé là. Tu sais. Fait que c'est sûr que je trouve ça le fun de voir ça, puis d'entendre que je suis un papa ours avec mes petits bébés oursons. J'ai trouvé ça super drôle, mais Noémie, c'est Noémie, là, c'est la fille intense à 150 000 à l'heure, jamais contente, pas négativement, là, mais jamais contente de ce qu'elle fait. Là. Si elle lance à 72, elle n'est pas contente, elle veut lancer à 74. Si elle frappe la balle à 300 pieds, elle n'est pas contente, elle va frapper à 310 pieds. Fait que Noémie, c'était de gérer ses émotions trop parfaites là. C'est comme arrête, là, c'est correct, tu n'es pas obligé d'être parfaite à toutes les fois. Là. Fait que quand je parlais tantôt de perfectionniste et tout, là, on peut parler de Noémie, là, je veux dire, en dehors aussi, à Drummondville, elle était super bien supportée aussi par le groupe d'entraîneurs qui était là, puis ils s'entraînaient à fond. Fait que je suis vraiment, vraiment contente de ce qui se passe. Je regarde aussi Rosalie à Québec, qui elle aussi s'est trouvée un collège. Rosalie, j'ai coaché ça aussi. C'était une perle à coacher, là, puis c'est un encadrement familial extraordinaire aussi. Fait qu'elle est avec les canonniers en plus, elle aussi bien encadrée. Fait que quand je vois une Rosalie qui se dirige vers son rêve, là, vers ce qu'elle veut, là, un collège américain, puis joue au baseball et tout. Elle avait été aussi invitée à un camp de sélection de l'équipe nationale à Trois-Rivières. Fait que je trouve ça le fun de voir des filles qui réalisent un peu dans ce sens-là. Puis il y en a d'autres, puis il y en aura d'autres aussi qui vont se diriger vers des collèges. Tu sais, on ne peut pas leur offrir. J'en discutais justement hier avec Sylvain Saint-Don, puis c'est correct. C'est pas un échec au niveau de ce qu'on a fait au baseball. C'est juste qu'on il n'y en a pas de baseball au niveau des collèges américains. Donc, c'est normal que si les filles veulent vivre ce que les gars vivent, là, il n'y a pas un gars qui va regretter son expérience d'un collège américain. Ben, c'est l'avenue pour les filles. Tu sais. Fait que je suis très content de voir ça puis de garder contact avec ces filles-là. Puis c'est ce qui va me manquer le plus, là, tu sais, c'est ce qui fait qu'il me garde là encore à l'âge que j'ai. J'ai encore une passion pour ça parce que je le vois dans les yeux des filles que c'est quelque chose qu'ils aiment et qu'ils apprécient. Fait que pour moi, c'est ma plus grosse paye, là. C'est mon plus gros. Fait que non, c'est hyper apprécié. Puis j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect pour ces filles-là, tout ce qu'ils font dans un sport qui typiquement était des garçons, là, on va se le dire. Là. Fait que c'est vraiment, tu sais, ces cohortes-là, 2017-2018, c'est vraiment des filles qui ont brisé des barrières aussi. Là. Puis on joue contre des gars, puis on bat des gars. Puis je vais te dire, des fois, les poignées de main à la fin des games n'étaient pas toujours très sympathiques. Là, quand on donnait la main à des gars qu'on venait de battre et tout. Là. Fait que c'est des filles qui ont permis un peu de voir ce qui se passe là vraiment en baseball, tu sais. Fait que c'est bien le fun de voir ça. Et qui sait, peut-être qu'un jour, on aura peut-être la chance, parce que dans les dernières années, on a vu des coachs filles, donc des entraîneuses, je Ouais. sais pas si c'est le bon terme, se diriger, entraîner, être au premier but pour les Giants de San Francisco. Est-ce qu'un jour, on peut rêver à la première fille qui va jouer dans les ligues majeures? Absolument, absolument. On ne sait Moi, pas. je crois que On c'est ne pas sait pas. impossible. Je crois On que ne c'est sait quelque pas. chose on peut voir dans les prochaines années. Ouais, ouais, Tu disais ouais. tantôt que tu reviens de quelques voyages aux États-Unis pour voir du baseball dans les ligues majeures. Ça, c'est quelque chose que tu fais régulièrement à chaque été, là, aller voir du baseball dans les ligues majeures? Ouais, ben, à chaque mois de mars, on part 3, 4 semaines en Floride, puis c'est les vacances, puis on voit du baseball dans des camps d'entraînement. Mais
tout ce qui est stade de baseball majeur de la côte Est, tout ce qui est stade là, qui est accessible en automobile, là, ben, il me reste juste au niveau du Fenway Park à faire au niveau de Chicago, mais toutes les autres, on les a toutes faites. Ma femme, comme je dis, nous, partir sur un road trip là, en automobile 2 semaines, puis faire du Saint-Louis, Cincinnati, Pittsburgh, Cleveland, et ainsi de suite, là, puis on se promène dans chaque ville, on visite les villes, puis on va voir des games de baseball. Ben, c'est souvent nos vacances d'été régulièrement. C'est plus des vacances que je dirais qu'on fait au printemps, qu'on faisait au printemps ou à l'automne, parce qu'en plein été, on a plus de difficultés à faire ça. Mais dès qu'on revient du championnat canadien, septembre, on prend souvent 10 semaines ou 2 de vacances de plus pour se remettre de notre été chargé. Puis c'est en septembre qu'on faisait ce genre de voyage-là, aller voir du baseball. Tu sais, je suis revenu de Floride pratiquement 4 semaines, puis on a arrêté à Boston au Fenway Park le samedi pour aller voir un autre game de baseball. Tu sais, il y en a, on va voir du théâtre aussi, là, mais il y en a que leur passion, c'est du théâtre, aller voir des cinémas, aller voir du film. Bon, nous, c'est de faire 9 heures de route puis aller voir une game à Baltimore de baseball. Fait qu'on on est là-dedans. Ma femme est à sa retraite, donc beaucoup plus de temps. Moi, j'approche ma retraite. Fait que ça va être des beaux projets de retraite, ça, la Floride, les camps d'entraînement, puis des games de baseball. C'est vraiment une passion de baseball chez nous. Et à travers tous ces voyages-là, tu sais, avec les années, tu as coaché plusieurs joueurs qui ont réussi à se rendre à certains niveaux. Est-ce que ça t'est arrivé des fois d'aller dans une game que tu allais voir dans ton voyage puis de rencontrer des joueurs qui étaient rendus aux Ligues majeures? Ouais. Ben oui, je veux dire, euh, Abraham, il se sauve tout le temps en Arizona, là. Il était à Houston, on va aller en Floride, il s'en va ailleurs, rendu en Arizona. Mais c'est drôle que tu dises ça parce que, bon, Charles Leblanc, cette année, ça a mal à donner parce que je n'étais pas dans le même secteur, mais l'année précédente, ben, je suis allé voir Charles avec les Marlins. Je suis allé voir une game de 3A au niveau de Charles. Puis Charles Leblanc, c'est drôle parce que je connais la famille depuis quand on parlait tantôt que je coachais. J'ai fait mes premiers pas de coaching au baseball. Ben, une de mes premières équipes que j'ai coachées au Delta de Laval, mais l'oncle de Charles était dans cette équipe-là. Donc, moi, je connais sa mère et ses grands-parents depuis 5 ans. Le petit gars de 16 ans, 17 ans qui coachait l'oncle de Charles, ben, c'est moi. Fait que Paul, son père, je le connais aussi depuis bon nombre d'années. Fait que des fois, tu dis, le monde est petit, là. Fait que c'est sûr que quand je vais là, ben, je fais l'effort et j'essaie d'aller voir, me tiens informé d'un peu de ce que Charles fait. Je l'avais coaché sommairement, Charles, au niveau Midget 3A, puis au championnat canadien aussi à Magog, il était avec nous. Mais c'est drôle parce que cette année, quand je suis allé voir les Blue Jays, j'ai croisé Otto Lopez. Ariel, il jouait pour Montréal quand je coachais Midget 3. Fait que je ne l'ai pas coaché, mais je l'ai côtoyé dans la ligue et tout. Puis j'ai pris 15 minutes pour y parler. C'est drôle parce qu'il se dirigeait sur le terrain. Puis partout, c'est Otto Lopez, mais moi, j'ai connu comme Ariel. Tu sais. Fait que quand j'ai crié Ariel, il s'est reviré. Il trouvait ça drôle que quelqu'un dans le stade crie Ariel. Tu sais. Fait qu'il s'est déplacé, il est venu vers moi, puis on a jasé une quinzaine de minutes. C'était le dernier match des Blue Jays. Fait que malheureusement, il a su après le match qui se dirigeait vers le 3A, là. Mais non, exemple, cette année, là, il y a Miguel Cienfuegos qui a signé un contrat avec les Padres de San Diego. Fait que Miguel, je dis souvent à la blague que c'est mon fils que j'ai jamais eu, là. Je l'appelle toujours fiston, puis quand je vois sa mère, c'est Mom, puis tout, puis c'est mon garçon. Puis Miguel, ben, c'est celui que j'ai coaché peut-être le plus longtemps dans ma carrière de coach, là, de 16 ans à 22 ans. J'étais impliqué dans le baseball avec Miguel. Fait que ça en est un cette année dans le calibre. Il joue dans le High A qu'on appelle. Puis je dis, il n'est pas loin. Il est à 10-11 heures de route d'ici, là, mais c'est quelqu'un que je vais suivre, puis moindrement qui va se rapprocher d'ici. Je vais assurément me déplacer pour aller voir Miguel. Là. Je connais la famille, je connais Miguel depuis qu'il est tout petit. Fait que c'est celui peut-être que je vais avoir un lien un peu plus près là, de suivre sa carrière. On va espérer que ça aille pour le mieux. Régulièrement, j'allais à Québec cet été aussi le voir évoluer avec les capitales. Fait que c'est le fun de voir ça, des jeunes que tu as côtoyés. Puis même quand tu les as pas coachés directement, ces gens-là,
ils te reconnaissent, puis ils te voient aussi parce que tu étais sur le même terrain de balle qu'eux, puis même, à un moment donné, tu es en compétition, mais à quelque part, on est tous dans la même gang, on est tous dans le même sport, on a tous été dans le même baseball. Quand je vois LP Pelletier, je le rencontre, puis c'est comme si je l'avais coaché pendant tant d'années. Pourtant, je l'ai coaché quelques matchs avec l'Université de Montréal, c'est tout, mais on s'est côtoyé pendant tant d'années comme adversaire sur un terrain de balle, mais à quelque part, hein, il y a toujours un lien qui est là, puis c'est le baseball, tu sais. Fait que, j'ai toujours des bonnes relations avec ces gens-là quand je les vois après. Fait que c'est le fun. Puis c'est un peu pour ça qu'on fait du sport aussi, là. Ça sort du sport, puis ça crée des amitiés. Puis bon, c'est ça que je trouve plaisant là-dedans, là, l'esprit d'équipe, le travail d'équipe, puis c'est formateur pour tout le monde, hein. Ben, définitivement que Miguel Cienfuegos ou même LP Pelletier, je vais tenter d'aller les avoir ici au Monticule parce que LP Pelletier et Abraham Taureau étant des gars que j'ai connus il y avait 14 15 ans dans un Oui, championnat oui, provincial à Magog. Ça fait longtemps de ça. oui, Puis j'ai suivi leur parcours par la suite. Moi, j'ai une dernière question parce que ça fait oui, quand même un certain temps qu'on est là. Tu as eu la chance justement à travers ce voyage de 4 semaines de voir les premiers essais du pitch clock ou du oui, cadran des oui, lanceurs. oui. Euh, c'est comme une question à deux volets. Toi, t'en penses quoi de ce cadran des lanceurs? Parce que, tu sais, j'ai vu une vidéo dernièrement d'un joueur qui a reçu une rapide à 98 000 heures près de la tête et tout de suite a dû revenir dans le rectangle des frappeurs Ouais, et se replacer. Et les lanceurs disent, il y en a qui disent que c'est bon, il y en a d'autres qui disent que c'est moins bon. Qu'est-ce que t'en penses et comment c'était là, lors d'une ouais. partie, là, cette ambiance-là? Ben, moi, au niveau des matchs hors concours que j'ai vus, il y en a eu régulièrement parce que, bon, c'est le camp d'entraînement. Beaucoup de joueurs 3A, 2A, professionnels. Des fois, c'est un premier pas pour eux, là. D'entrée de jeu, j'ai pas vu la différence avec la grosseur du but. Sérieux, là. Tu t'installes, tu regardes le but, il faut vraiment que tu sois attentif, voir qu'il est vraiment plus gros. C'est quand ils l'enlèvent entre les manches, puis ils le mettent de côté, puis ils en mettent d'autres, tu fais comme, oh shit, OK, il est plus gros, mais au niveau de la game, j'ai pas vu de changement à ce niveau-là. Mais le reste, ouais, il y a eu régulièrement des balles, des prises appelées, pas vu de dispute ou de mécontentement majeur au niveau. J'ai vu des matchs qui sont plus courts, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment le fun pour ça. Mais c'est sûr qu'il y aura toujours un gros bon sens appliqué dans le cas d'un lancer haut à l'intérieur où un frappeur risque d'être frappé, puis que, bon, il est ébranlé quand même et tout. Ça prend quand même un certain gros bon sens au niveau des arbitres pour dire, OK, on repart le timer quand? Tu sais, faut repartir le timer quand les joueurs sont en condition de performer et de se Mhm. préparer. Fait que ça, Mhm. il y aura des problématiques dans ce sens-là, des ajustements. Au niveau est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon pour le bras des lanceurs et tout? Je suis pas assez connaisseur dans ce sens-là pour le dire. Moi, j'ai lu un article du coach des Yankees de New York, là, Aaron Boone, qui dit que pour lui, à long terme, ça va être, ça va éviter des blessures, puis ça va être spécifique parce que si tous les matchs durent 30-45 minutes, des fois même plus court, mais quand tu joues 6-7 matchs par semaine, par jour, 8 jours en ligne, ben, 8 jours en ligne, tu viens de sauver 2-3 heures au bout de 8 jours. On a pris l'avion 45 minutes plus vite. On est arrivé chez nous 45 minutes plus vite. On est arrivé à la maison 30 minutes plus vite quand on était à la maison. Fait que lui, il a l'impression que ces minutes-là sauvées au bout d'une saison pourraient faire en sorte que le joueur soit moins fatigué rendu au mois de septembre puis qu'il y ait moins de blessures. Il connaît assurément ça plus que moi. Il est dans un rythme de 160 games par jour. Moi, ce que j'ai aimé, puis la différence que j'ai vue, c'est la défensive. J'ai vu beaucoup de coups sûrs de frappeurs gauchers dans le camp d'entraînement qui auraient été des retraits. Je m'amusais à dire à ma femme, bah, tu vois, gars, ça aurait été un ground ball mort au premier. Ça aurait été un autre retrait mort au premier. Alors que là, ça a mis plus d'action, ses buts, plus de jeux offensifs. C'est ça que le monde veut voir, là. Moi, je trouve ça intéressant d'aller voir une game 1-0, 2-1, parce que je regarde une game de baseball avec d'autres yeux. Mais le commun des mortels qui va là une fois de temps en temps, lui, il veut voir une game 8-7, là, avec plein de coups sûrs et des circuits, là. Il veut pas voir un frappeur gaucher draguer puisque tout le monde est à droite. Mais non, il veut voir le frappeur gaucher frapper un bon base hit, un vrai. Fait que ça va permettre un peu plus d'offensif. Puis ça, je l'ai vu dans les matchs hors concours. Beaucoup de coups sûrs de frappeurs gauchers qui auraient été normalement des retraits. Fait que ça, je trouve ça le fun pour la game. Puis ça n'a pas fait en sorte que le match a duré 4 heures, 3 heures. Il a quand même duré. J'ai pas vu un match qui a excédé 3 heures en camp d'entraînement. Et pourtant, il y a beaucoup de changements
de lanceurs, beaucoup de changements de joueurs, mais ça roulait. J'ai pas senti que personne courait pour rouler, là. Je veux dire, c'est 15-20 secondes, là, t'en masses le temps de lancer, là. Pourquoi le frappeur à toutes les lancers, fallait qu'il sorte, détache ses gants, rattache ses gants, détache ses gants. Non, 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 non. Et le meilleur exemple, là, t'en as qui restent dans la boîte puis qui attendent pitch après pitch. Stanton avec les Islanders, avec les Yankees, là. Il y avait pas de règlement avant, il y a un règlement là. Lui, il est dans la boîte, il attend le pitch, il frappe, il bouge pas de là. Puis c'est un étoile du baseball majeur. Ça fait pas de lui un moins bon joueur. Fait que non, je trouve ça bien. Puis il faut un peu sortir out of the box un peu, là, le baseball. Là. Je pense pas que ça, ça, à un moment donné, ça parlait de reculer le 60 pieds parce que ça, j'embarque pas là-dedans. Là. Commencer à lancer à 62 pieds parce qu'on lance trop fort ou changer. Non. Mais ce genre de règlement-là pour augmenter la game, la vitesse et tout. Les lancers au premier but, ça, c'est limite un peu, là, de limiter juste à deux. Ça, je ne le sais pas, mais on le voyait. Là. Après deux lancers, il y en a qui le faisaient. Le lead au troisième lancer, il était pas mal plus grand. Puis bon, est-ce que ça va donner plus de buts volés? Il n'y a rien de plus spectaculaire quand tu vas voir une game de voir un but volé puis le relais du receveur. Ça, je vais me laisser un peu de temps pour l'évaluer, là, mais les premières choses à date, moi, j'ai trouvé ça très bien. Parce que je te pose la question parce que dernièrement, j'ai eu une discussion avec je sais pas comment l'appeler, on dirait un average Joe, là, les gens qui suivent le baseball, qui sont un petit peu Oui. impliqués, mais qui sont pas autant impliqués que tu peux l'être ou que les gens qui voient du baseball régulièrement. Puis ce qu'il me disait, il disait, là, ça enlève la stratégie du baseball. Puis j'essaie de faire comprendre que la stratégie n'est pas juste ce qu'on appelle le switch ou la Euh, défensive euh, spéciale. Là. Ça euh. amène des coups sûrs, ça amène de l'action. Fait que je trouve ça bien d'avoir un peu la perspective Ouais, ouais. d'un coach, quelqu'un qui a vu ça, parce que pour les gens qui ne savent pas, la stratégie n'est pas juste une défensive spéciale. Il y a beaucoup Non. plus de choses au Ben baseball oui, ben oui, ben oui. que Non, moi, juste je ça. l'entendais, il disait, ben, c'est au frappeur de draguer, puis de bunter, puis de frapper au champ opposé. Non, mais moi, je vais voir David Ortiz, là. Je veux pas qu'il drague, puis je veux pas qu'il frappe une zézette au troisième but pour un coup sûr. Je veux qu'il s'élance vers le champ droit, puis qu'il me frappe un bon line drive. Mais il était rendu 5 dans le champ droit quand David Ortiz venait au bâton. Hein, on met pas trois gardiens de but dans le but quand on a un désavantage numérique, là. Tu sais, veut dire, à un moment donné, on pogne une punition 5 contre 4, les deux défenseurs vont aller chercher un bloqueur et un gant, puis on va se mettre dans le but avec le goaler puis on va gauler à trois. Mais non, il y a un gardien de but, ben, il y a un deuxième but, c'est tout. Moi, Ouais. je suis plus de cette école-là. Je suis d'accord avec toi à 100%. Hey, merci Daniel Brodeur, entraîneur-chef d'équipe Québec U16, d'être venu te prêter au jeu du Monticule. Ça a été un plaisir là, de jaser de baseball Fait, avec toi. fait plaisir, Zach, puis content de t'avoir parlé, vu, puis bonne chance dans ton projet, c'est super le fun. Continue ton bon travail. Merci beaucoup. Pour les gens qui ne connaissent pas Daniel Brodeur, c'est votre chance de venir le découvrir aujourd'hui. Ceux qui ne connaissent pas le Monticule, c'est le temps de le partager, de l'aimer, de découvrir. J'ai des grands noms qui s'en viennent prochainement. Là. On commence déjà avec Daniel Brodeur, qui est un très grand nom du baseball. Mais il y en a d'autres aussi qui vont suivre dans les prochaines semaines. Là. Moi, on a parlé de David Ortiz. Je fais un petit tease comme ça. Là. J'ai un certain nom de l'organisation des Red Sox qui se peut. Là. On est en travail là-dessus pour avoir ça. Fait qu'on partage, on s'abonne, on découvre le Monticule et on a plusieurs autres invités qui vont être là pour un prochain épisode du Monticule.